là, on va enchaîner deux retours d'expérience. Un sur la partie festival avec Nana du Hellfest et avec Célestin des Francopholies du Luxembourg. Alors, ce que je vous propose, c'est que... Ah, ok, pardon. Ce que je vous propose déjà, c'est dans un premier temps, c'est que vous allez vous présenter et vous allez présenter votre événement. Vous allez nous en dire un peu plus sur votre événement, son histoire. Et après, on ira creuser un petit peu sur comment vous gérez vos accréditations, vos bénévoles, vos staffs, toutes vos populations en fait sur vos événements. Ok ? Allez. Alors, bonjour à tous. Alors moi je suis Nana. Je travaille au Hellfest depuis maintenant presque 10 ans. Pour présenter vite fait le Hellfest pour ceux qui ne connaissent pas. Le Hellfest au début c'était le Fury Fest qui a été créé par Ben Barbeau et Johan Lenevé qui avait réuni une équipe qui est toujours en place aujourd'hui. Après quelques années un peu chaotiques, ils ont dû changer de nom et c'est devenu le Hellfest. Le Hellfest, au début, c'était dans des salles parce qu'en fait, c'était une volonté de faire venir les musiques extrêmes dans notre coin qui est un peu paumé. Et ça devait être pour 3000 personnes max. Voilà, donc c'est devenu ce que c'est devenu au fil des ans. Maintenant, on est 25. On est à Clisson. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté de Nantes. Sur un site absolument fantastique. Chaque année, on essaye justement d'apporter un peu plus au décorum pour que le festivalier soit bluffé et que ce soit une vraie expérience à partir du moment où il arrive. De la gare ou de l'aéroport jusqu'au Hellfest. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Le Hellfest, c'est 60 000 personnes par jour. 60 000 tickets par jour, sachant qu'après on a des invitations comme partout. C'est 42 millions de budget et c'est du bonheur. Voilà. Surtout pour ceux qui viennent. T'as tout dit. J'ai tout dit. T'as tout dit. Ouais, je pense qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais je vais passer la main à Célestin. Ouais, on fait juste, avant de passer à Célestin, tu as parlé du nombre de festivaliers. Et aujourd'hui, c'est combien de bénévoles le Hellfest ? C'est marqué. Ouais, en vrai, c'est marqué. Mais tu peux m'expliquer un petit peu le fonctionnement entre les bénévoles Hellfest, les bénévoles Image ? En fait, on a la chance d'avoir un groupe de bénévoles, d'à peu près 2000 bénévoles, clissonnés principalement, jusqu'à 7 km autour du festival, qui nous suivent depuis le début, puisque c'était les premiers bénévoles du festival. Et c'est les petits papis, c'est les copains, c'est l'équipe de foot locale, donc c'est vraiment trop chouette. Et à cela s'ajoutent nos bénévoles à nous en direct. Et au total, ça fait donc 6000 bénévoles, sachant que ça peut... j'ai arrondi, mais ça peut augmenter encore. Ça dépend des idées un peu folles de notre directeur. Ok, merci. Du coup, on va un peu switcher entre vos deux événements. Je vais vous poser des questions. L'idée, c'est que ça soit interactif aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, je vais laisser la parole à Célestin du coup, sur la partie des Francopholies du Luxembourg, qui est un jeune festival. Donc moi je suis Célestin, chargé de billetterie, assistant de direction pour l'association Fresh. Donc juste pour faire un parallèle, Fresh c'est une association luxembourgeoise qui porte plusieurs projets, dont la Nuit la Culture, qui est un projet d'art en espace public où on accompagne des amateurs, des semi-pros et des pros dans la réalisation de leurs projets. On a un label aussi qui s'appelle Esch Capitale Culturelle et qui est en lien du coup avec le titre de capitale européenne de la culture qui a été obtenu en 2022. Et on a aussi un projet de tiers-lieu où il y a une centaine de résidents l'année qui font de la maroquinerie, de la BD, de la danse, tout ça. Et donc notre dernier projet est les Francopholies de Esch sur Alzette. Donc Esch sur Alzette à la frontière entre la France, le Luxembourg et la Belgique. Mais du coup c'est un festival luxembourgeois. Effectivement, on est les avant-derniers Francopholies qui sont nés, parce qu'il y a ceux de La Rochelle, mais il y en a d'autres aussi dans le monde. Et donc nous, on est les avant-derniers. On a été créé en 2019, donc c'était une volonté de la ville de créer
un festival de musique à portée internationale. Nous, notre festival, il est niché dans un parc au sommet de la ville. Voilà, où on a musique, expérience festivalière aussi. On a des bains finlandais, on a des différentes esthétiques par jour. Voilà, on accueille environ 35 000 personnes, donc entre 10 et 15 000 personnes par jour. On a 500 bénévoles, nous on dit plutôt des grands rêveurs, parce qu'on monte des projets du coup à l'année. Et donc l'objectif, c'est pas d'avoir des bénévoles uniquement sur un événement. D'ailleurs, on appelle ça toujours des projets de territoire, mais plutôt d'animer finalement une communauté à l'année, où on a des rendez-vous, on a des invitations à des concerts. Voilà, on fait plein d'initiations aussi. Le mois dernier, on avait une initiation au rugby par exemple avec eux. Donc voilà, on essaye de faire vivre toute la communauté à l'année. Ok, merci Célestin. On parle souvent des francopholies parce qu'on connaît les Franco de La Rochelle. C'est quoi? C'est un lien? C'est une marque? Tu peux nous en dire un peu plus sur la structuration du coup? Ouais, alors du coup c'est un label qu'on obtient, qu'on achète en fait. On a quelques critères à respecter, notamment la promotion de la francophonie et de la francophilie. Et donc on a 8 ou 9 acteurs dans le monde où on fait des échanges de bons procédés en fait. On a de l'accompagnement d'artistes aussi. On a un dispositif qui s'appelle les coups de cœur des francopholies, où chaque territoire propose 2 à 3 artistes par territoire, et où on va mettre les artistes qui sont sélectionnés en avant, via notamment l'Institut français, via le site qu'on appelle la Confédération des francopholies autour du monde. Donc voilà, on a des rendez-vous réguliers où on s'échange des bonnes pratiques sur le partenariat, la gestion d'artistes. On a aussi un programmateur qui est en commun, nous, entre Esch-sur-Alzette et La Rochelle. Donc voilà, ça nous permet par exemple de faire des offres de prix intéressantes vis-à-vis des autres francopholies. Oui, merci Célestin. Ce que je vous propose maintenant, c'est que on va faire un petit focus sur la partie bénévole, puis après on parlera des accréditations en général. Nana, ils font quoi les bénévoles au Hellfest? Tu veux dire en général? En général, c'est quel type de mission? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors nous, chez nous, on n'a que des bénévoles. Voilà, on a qui accueillent les gens, qui scannent les tickets, qui servent au bar, voilà, on n'a que des bénévoles. C'est pour le montage qu'on a des prestataires et des partenaires. Sinon sur le site, voilà. Donc à chaque fois que tu t'adresses à quelqu'un, à chaque fois que tu as quelqu'un en face de toi, c'est un bénévole. Okay. Donc si je vais manger une crêpe, elle est faite par un bénévole ou elle est faite plutôt par des... Non. En fait, tout ce qui est la restauration, c'est justement particulier parce que ça s'adresse au public. Là, ce sont des stands. Et on a 2-3 stands qui sont tenus par des bénévoles parce que on le gère en direct. Mais on n'a pas vocation en fait à faire ça chez nous. C'est un métier à part entière en fait, la restauration. Tu vois. Okay. Mais non, les barman, c'est des bénévoles. Okay. Voilà, les gens qui t'accueillent, qui te conseillent, Voilà, tout ça, c'est des bénévoles. La partie aussi Brigade Verte, une grosse brigade verte à l'image green, hein, si je me rappelle bien. Oui, alors c'est justement, c'est des gens de chez Animage aussi, donc ce groupe de bénévoles dont on a parlé tout à l'heure, qui s'occupe de la propreté en fait du festival et qui organise notamment la récupération des poubelles. Donc ils donnent en fait des sachets poubelles aux campeurs, et qui rendent ensuite les poubelles, ils retrient derrière. Enfin, c'est un sacré taf. Vraiment, on a toute une zone qui est dédiée à ça. Et puis après, ils organisent aussi un petit concours, c'est sympa, pour gagner un pass. Voilà. Donc on a ça. On a aussi des maraudes. Donc pour justement accompagner, faire de la prévention. Ce sont aussi des bénévoles, mais par contre, ce sont des bénévoles qui, dans leur vie privée, en fait, ont déjà soit une appétence, soit travaillent dans ce milieu-là. J'imagine, ouais, vous les formez, ils ont des formations sur ces typologies de postes-là, j'imagine. En fait, les postes qui sont un peu comme ça, avec une certaine responsabilité, on les suit en fait, dans l'année. Ils font partie de ces bénévoles qu'on voit fréquemment, et notamment pour ce sujet-là. En fait, soit ils sont déjà dans ce métier-là et c'est eux qui nous apportent des choses, soit effectivement on les fait participer à des formations. Voilà. Ok, merci. Célestin, j'imagine que c'est le même pour toi, les grands rêveurs, c'est aussi les mêmes missions?
C'est ça, ouais, les mêmes missions, du scan de billets, du contrôle d'accès intra-site, on a du bar, un petit peu de restauration, de catering, on a aussi une brigade verte, ouais, sensiblement les mêmes missions. Ok. Et pour toi, Nana, donc j'imagine quand tu as 6000 bénévoles à gérer, grosso modo, tu es plutôt sur une gestion décentralisée où tu te reposes sur des chefs d'équipe qui vont... comment ça fonctionne la structure de l'organisation bénévole? Oui, en fait, effectivement, on fonctionne de façon pyramidale. Donc nous, à la production, on est en relation directe avec les chefs d'équipe via notre responsable des bénévoles, qui récupère les infos, mais qui les donne aussi, qui fait les filtres, qui essaye de voir ce qu'il est possible d'améliorer d'une année sur l'autre. Donc cette personne organise fréquemment des sondages, même des fois des réunions, des rencontres avec ses chefs d'équipe. Mais effectivement, on ne peut pas rencontrer tous les bénévoles un par un. La seule fois en fait, où on fait ça, c'est à la soirée bénévole qu'on organise pour eux. C'est un mini-festival à part entière. En vrai, c'est pas... Ouais, on essaye pour les remercier, en fait. On organise une grosse soirée, etc. Mais oui, on est obligé en fait de fonctionner comme ça pour que la communication se fasse correctement à tout le monde. Les chefs d'équipe se sentent investis de cette mission et on est super contents parce qu'on a des super chefs d'équipe qui prennent vraiment la mission à cœur. Et on évolue justement chaque année grâce à eux, grâce à leur retour et à leurs propositions. Ça devient même des experts parfois dans leur domaine, alors qu'à la base, c'était pas forcément leur métier, tu vois. Ok. Merci. Si je rebascule sur les Franco, pour toi, Célestin, je regarde le chiffre, là, je vois 2000 accrédités. Donc, quand tu dis des accrédités, ça va être toutes tes populations qui vont gravir autour de ton événement. Donc, c'est quoi ces accrédités? C'est quel type de population, du coup? On a les artistes, on va avoir toute la partie food truck, on va avoir bien entendu les grands rêveurs bénévoles, on va avoir les associations sur le village associatif, mais on va avoir aussi les services de la ville qui vont passer pour le traitement des déchets par exemple tous les matins, on va avoir le service des espaces verts qui sera également là, les services techniques, les techniciens, la personne qui gère le catering, voilà, il y a énormément de gens qui sont concernés par les accréditations. Ok. Et du coup, si on rentre un peu plus dans cette gestion-là, quand tu es dans WizCrew, du coup, c'est chaque équipe est égale à une délégation. Et comment tu fonctionnes? Tu leur donnes des droits en fonction de l'équipe. Comment tu structures ça, du coup? Alors grosso modo, moi il y a deux choses. Il y a les personnes qu'on va connaître parce qu'effectivement il y a des gens qu'on connaît qui sont de l'équipe interne ou des gens qu'on va embaucher en direct. Là moi je vais rentrer directement dans la plateforme vis-à-vis de ce que l'équipe en interne me donne comme information. Et après par exemple pour toute la partie food truck ou association ou grosse équipe technique, effectivement là on va créer des délégations. Donc, où on va donner accès à une délégation à un responsable, donc le responsable de l'entreprise, du food truck numéro 1, etc. Et on va lui dire, ok, selon ta convention, tu as 4 personnes par jour dans ton food truck. Donc, je lui donne 4 possibilités de rentrer des gens par jour. Et ensuite, le responsable remplit la délégation et sont accrédités automatiquement en fonction des zones que moi j'ai préinscrit en disant ok tu pourras passer par telle entrée, tu auras accès à la zone livraison de telle heure à telle heure. Voilà, ça se fait automatiquement à partir du moment où les responsables de délégation remplissent les champs. Okay. Donc tu fonctionnes, tu mets des quotas et automatiquement ok. Quand on parle d'accréditation, je sais que nous dans notre jargon WizCrew, une accréditation, c'est un peu un fourre-tout, on met tout dedans. Une gratuité, ça va être une accréditation. Une dotation, ça va être une accréditation. Du cashless ou de l'exo, ça va être une accréditation. Du parking, etc. Toi, Nana, c'est quoi tes accréditations? Donc ça va être ce qu'on va retrouver du parking. Ouais, par exemple, tout bêtement, le bracelet. Un bracelet, c'est forcément une accréditation. Donc on va affecter en fonction de la zone à laquelle la personne a droit pour effectuer sa mission. On va lui affecter un bracelet. Après, ça peut être un vitro, par exemple, pour son véhicule, parce qu'on va sectoriser en fait, certains véhicules par rapport à l'utilité qu'il en a.
Après, ça peut être quoi? Ça peut être un t-shirt. Voilà, ça nous arrive d'offrir des choses comme ça. Et effectivement, après, ça peut être du catering. Donc, tu vois, l'accréditation pour nous, comme tu disais, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pour nous, l'accréditation, c'est en fait tout ce qu'on va donner à la personne pour qu'il effectue sa mission. Ok. Je me rappelle sur le Hellfest pour être cette année, oui, il y a une gestion des t-shirts. Tu as combien de variétés de t-shirts différents? Il y en a une quinzaine à peu près. Ok. Et c'est quoi? C'est par bar? Les c'est ça? vitraux, pareil. Ouais. On aime bien se simplifier les choses. Et pareil, ce que j'avais la petite anecdote, ce que tu m'avais dit, et quand on est venu avec Aurélie sur site, vous accréditez tout le monde, Oui. les agents de sécu, Tout le monde. En fait, tout le monde. personne ne peut rentrer sur le site sans à minima un bracelet. Et si je suis le préfet? Alors le préfet, il demande des accréditations. Ok. Nous, on part du principe que comme ils préviennent, on les accompagne, on envoie donc une personne responsable, ça peut être moi, effectivement, qui les accueille. Et à ce moment-là, c'est à moi de juger si je lui donne ou pas un bracelet. Il s'avère que la plupart du temps, ils veulent des bracelets. Ok. Pour souvenir. Donc voilà, ils nous demandent d'autres choses aussi, hein, s'ils peuvent récupérer des gobelets ou quoi. Voilà. Métalleux est très collectionneur. Mais en réalité, effectivement, un officiel pourrait rentrer avec sa carte sans souci. Mais par exemple, tu vois, l'inspection du travail, l'hygiène, etc., Ok. ils nous préviennent en amont. Moi, je crée une délégation pour eux et ils ont des bracelets. Ils viennent chercher, comme n'importe qui, leur accréditation au centre d'accréditation. Ok. Ils jouent le jeu, quoi. Et j'avais remarqué aussi, cette année, vous avez demandé les photos. C'est pourquoi? C'est un contrôle sécurité? Ouais. Alors en fait, au vu du fait qu'on a beaucoup de bénévoles, que pour les bénévoles, on n'a pas demandé pour d'autres secteurs, mais pour les bénévoles, on a demandé la photo. Parce qu'il s'avère que justement, au centre d'accréditation pour les bénévoles, ils voient passer beaucoup de gens et des gens qui parfois essaient de négocier sans avoir pris leur contre-marque, etc. Et c'est pas mal quand même d'avoir une photo parce que d'un coup d'œil, on voit quand même si c'est quelqu'un qui essaie de gruger. Un truc tout bête, par exemple, quelqu'un qui arrive avec une contre-marque au féminin et que c'est un homme, tu vois. Ouais. Ça va plus vite, en fait, c'est un double check rapide, Okay. même si on regarde pas, tu vois. Voilà, on n'est pas là pour faire un contrôle d'identité. C'est vraiment pour faciliter le contrôle, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le process, quand un accrédité reçoit ce qu'on appelle chez nous une contre-marque, on va mettre dans ce document tout ce qu'il doit recevoir. Donc, c'est catering, son type de bracelet, sa taille de t-shirt, son type de t-shirt, s'il a des vitraux, s'il a des suraccréditations. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment où on scanne l'accrédité, dans nos appareils d'accès, on est capable aussi de remonter des informations comme la taille de t-shirt, la photo, le nom de l'association qu'il représente, est-ce qu'il a signé sa convention, est-ce qu'il n'a pas signé. Donc ça permet d'être assez rapide au niveau de check-in, quoi. Et c'est notamment pour justement les bénévoles, puisque c'est eux qui ont le contrôle d'accès le plus difficile, on va dire, parce que par le nombre et il faut se dépêcher, tout le monde veut prendre son shift en même temps. On essaie de leur faciliter les choses comme ça, et c'est vrai que d'avoir les infos sur le pad, c'est chouette aussi, parce que du coup, il se retourne, il va prendre le bon t-shirt tout de suite, il n'a pas besoin de re-regarder. Si la personne a juste son QR code, par exemple, et n'avait pas la contre-marque imprimée, il n'a pas besoin de réfléchir, quoi. Il regarde ça sur le pad, et puis il enchaîne, quoi. Et toi, Célestin, j'ai regardé un petit peu sur la plateforme, dans ton paramétrage et dans toutes tes délégations, tu centralises vraiment toutes les données, c'est-à-dire que on va être capable de voir pour une délégation le nombre de catering que tu leur as donné, mais également le nombre de catering qui a été scanné. C'est-à-dire que moi, Ben, j'ai eu un catering aujourd'hui à midi, tu es capable de dire est-ce que je l'ai consommé ou pas? Qu'est-ce que tu fais avec ces données? Nous, effectivement, c'est des données qu'on aime bien avoir parce que ça nous arrive de refacturer les caterings qui n'ont pas été consommés quand ça a été communiqué. Si un prestataire vient, qu'on lui indique sur sa contre-marque ou qu'on lui indique en mail qu'il a le droit au catering et qu'il doit même y aller. Nous, quand on a des caterings qui ne sont pas consommés, c'est de l'argent qu'on perd parce que les repas sont prévus, les repas sont payés. Donc, ça nous arrive sur certains prestataires de refacturer certains montants. Et j'imagine que tu as une période entre le montage, l'exploitation et le démontage, ça fait quoi? Ça fait une période d'un mois facilement? Ouais, à peu près 3 semaines. 3 semaines. Et un coût moyen d'un catering? Chez nous, je crois qu'il est autour de 7 €, si je dis pas de bêtises. Okay. Ouais, donc ça peut vite
Ça peut vite chiffrer. Ouais. Quand tu es à une centaine, tu te dis par semaine, en fait, ça va vite aussi, quoi. Ça va vite aussi. Et toi, tu fonctionnes comment ces bracelets, ils reçoivent une contre-marque aussi avec, pareil comme Nana, il y a des informations qui vont apparaître en fonction de son accréditation? Ouais, alors moi c'est pareil que Nana, pour le coup, toutes les personnes qui doivent rentrer sur le festival doivent avoir un bracelet. Donc s'ils doivent avoir un bracelet, c'est qu'ils ont reçu une contre-marque. On avait eu le cas aussi d'une ministre qui était venue en dernière minute cette année, qui effectivement nous dit bah voilà, je suis ministre du Travail. Au Luxembourg, c'est assez restreint, donc on a vite des gens qui débarquent. Et effectivement, on lui fait quand même passer ce truc de se dire ok, bon, bah, on a besoin de vos informations parce que nous, c'est capital et tout le monde doit jouer le jeu. Donc effectivement, tout le monde reçoit une contre-marque et en fonction de nous on range vraiment les types de personnes qui vont entrer dans des populations. Par exemple, on va avoir la population des techniciens, on va avoir la population des associations et des food trucks, et chaque type de population a un type de bracelet d'une couleur différente. Donc, par exemple, tout ce qui va être food truck association, ça va être des bracelets verts. Tout ce qui va être festival, ça va être des bracelets rouges. Pour ceux qui sont du All Access, c'est du bracelet noir, ce qui nous permet d'un coup d'œil, au cas où si on a un problème de scan ou je ne sais quoi, quelqu'un qui essaye de passer, de se dire ok, on se réfère aussi à la couleur du bracelet pour lui dire non écoute, c'est pas possible parce que t'es pas censé être là. Ok. T'es sûr que c'était pas l'URSSAF, la ministre du Travail? Ok. Toujours sur la partie un petit peu sur la partie données, tu l'exploites donc du coup, après ton événement, ça va te permettre de faire quoi, du reporting, d'avoir des infos. Qu'est-ce que tu en fais un petit peu du coup? Ouais, bah nous ça nous permet par exemple au niveau des associations de voir si toutes les personnes sont bienvenues, si le food truck, pareil, ils étaient bien à 3 ou à 4 dans leur food truck, de voir aussi tel food truck il a par exemple essayé de passer au VIP alors qu'il n'est pas censé aller au VIP. Nous, ça nous permet de mettre des petits commentaires ou des petits warnings pour l'année suivante se dire ok, sur tel food truck, telle association, il y a eu telle chose qui était un peu étrange, peut-être revoir avec la personne et remettre les warnings nécessaires au démarrage. Ok. Et toi, j'imagine, Nana, la partie données, je sais que on suivait en temps réel le nombre d'appairages pour voir un petit peu la gestion des flux. Que tu t'en sers comment de la data? Nous, en vrai, pendant le festival, on regarde toutes les datas, en fait. Okay. On parlait des chefs d'équipe tout à l'heure. Avec Wiz, en fait, on fait aussi des Grafana. Alors, je ne sais pas si je dois expliquer. Donc, c'est des jauges, en fait, de suivi, justement, de tous ces scans. On regarde aussi, donc par exemple, je prends un exemple concret, le bar, le responsable de tous les bars, il va regarder, tu vois, les consommations, etc. Alors c'est surtout et principalement pour suivre les stocks. C'est aussi pour voir s'il faut réagir rapidement par rapport à un item ou quelque chose qui serait anormal. Mais en contrôle d'accès, on va regarder qui est rentré. Alors on va regarder le type de passe, la quantité de gens qui sont sur site. Et cette information, elle est bonne pour tout le monde, pour tous les points de vente finalement qui sont concernés par tous ces gens qui sont là, mais aussi pour les parkings. Tu vois, par exemple, le gars des parkings, il va m'appeler, il va dire ça en est où de la jauge, tu vois, est-ce que j'attends encore ou est-ce qu'il faut que j'ouvre un autre parking? Enfin, ça nous est arrivé, ça, en fait, d'avoir à faire ça, pour pas se sentir débordé. Il m'appelle régulièrement, tu vois, 2 à 3 fois par jour, pour checker, justement, pour checker ça. On aurait pu mettre ton énorme écran que tu as dans ton Ageco, j'aurais pu le mettre en photo. Ouais, hein? C'est effrayant. Hein. Ok. J'en ai 2. Ouais. Comme Minus et Cortex, tu sais, dans le... Exactement, c'est moi. Du coup, ça fait 1 an qu'on bosse ensemble. C'est quoi un petit peu les... On parle souvent, je vous parlais ce matin des... Est-ce que tu es un 15% ou tu es plus d'un 15%? Tu penses que tu peux faire des choses encore plus poussées avec la solution? Tu as des idées en tête pour 2026? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Vers où tu veux aller? T'as peur? Non, en fait, on a toujours envie d'améliorer les choses et d'aller plus loin. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était l'année de l'appréhension de l'outil. Donc, effectivement, maintenant que j'en sais un peu plus, que j'ai une année d'expérience, j'ai envie de faire les choses un peu différemment.
nous, on a beaucoup fonctionné en délégation, tu vois, par exemple. Et j'ai vu ses limites avec les responsables bénévoles qui avaient potentiellement besoin de l'outil planning. Donc, tu vois, on va passer plus sur le principe des missions, etc. Et là, si tu me laisses le champ des possibles, effectivement, j'ai plein d'envie. Tu regrettes pas du coup? Mais, pardon? Tu regrettes pas? Ah non, du coup. pardon, je le dis tout de suite, pas du tout. Au contraire, ça nous a fait gagner énormément de temps. Et puis, sur plein d'autres aspects aussi, c'est du confort en fait. Tu vois, quand tu vois le nombre de bénévoles, le nombre de prestataires qu'on a aussi, on a jusqu'à 400 équipes de prestataires. Je crois, on a 900 médias. Tout ça, c'est pas possible en fait. On peut plus le faire avec des tableaux Excel. Concrètement, c'était une prise de tête sans nom. Et ce qui est intéressant, et ce que j'avais remarqué aussi, c'est dans ta configuration où tu donnais des quotas à chacun de tes prestataires, de tes partenaires, etc. etc. Tu avais opté pour mais Célestin, tu fais pareil, mais de l'auto-accréditation, c'est-à-dire que tu ne vas pas regarder si c'est Pierre-Paul Jacques chez WizEven qui est inscrit, tu donnes 4 quotas, ils en ont 4, basta. Et ça donnait un certain confort au niveau des litiges, c'est-à-dire que la personne qui ne rentrait pas, pour toi, tu vois avec ton responsable. Et c'est... Exactement. L'organisation décide du cadre de référence en fait, de chaque délégation. Donc on essaye de faire des grands groupes, bien sûr, tu vois, notamment avec les équipes de montage qui ont à peu près les mêmes critères. On fait des grands groupes comme ça. On crée les délégations avec ce cadre, mais effectivement, on ne va pas regarder le chef d'équipe qui il fait rentrer ou pas. Ça, je parle surtout pour les prestataires, parce que pour les équipes de bénévoles, on peut avoir quand même un certain regard, notamment au niveau des gens qui sont blacklistés d'une année sur l'autre. Ça, c'est aussi en discutant en fait, avec les chefs d'équipe quand on fait les bilans, etc. Mais c'est aussi nous, de par notre expérience, avec malheureusement, on est obligé de blacklister des gens. Mais sinon, non, les prestataires, on ne va pas regarder, et au contraire, on ne veut pas rentrer là-dedans. Tu vois, on donne la main au chef, tu vois, qu'on désigne chef de délégation, et après, c'est à lui de faire sa popote. S'il a des demandes particulières, tout à l'heure, tu parlais des accréditations un peu spéciales, à ce moment-là, il discute avec son contact. Tu vois, par exemple, à la technique, il va discuter avec un gars à la technique chez nous, etc. Il va lui dire, lui, c'est l'électricien, il faut qu'il puisse ou le plombier, il faut qu'il puisse passer partout. Donc là, dans la délégation, quand je crée, il a juste un pass parce que nous, c'est par zone, c'est pas par population, les bracelets. Donc, il a pas. Alors à ce moment-là, nous, on remet les mains dedans pour cette personne-là. Ouais, tu ajustes en fonction. Mais le temps qu'on a gagné en fait en faisant de l'auto-accred, c'est dingue. Okay. C'est vraiment dingue. Ouais, c'est vrai que quand on a lancé la plateforme d'Accred en quelques jours, tu voyais les chiffres qui commençaient à augmenter et on est passé de 0 à 10 000 en rien de temps, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et nous, Célestin, on a commencé étape par étape. Hein. On a commencé où tu nous as utilisé au début uniquement pour la gestion des bénévoles. Après, tu nous as repris pour la gestion des bénévoles et les accréditations avec toute la partie délégation qu'on a discuté. Sur 2026, tu te projettes comment? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Alors, nous, les automatisations, c'est arrivé 3 jours avant le festival. Donc, j'aurais pas dû poser cette question. On s'était fait... on avait bien charbonné, mais ça nous avait été hyper utile. Donc, pour le coup, on va le pousser encore davantage pour cette année. La gestion API aussi avec le Google Sheet, ça, je pense qu'on va énormément le pousser aussi. Pareil, sur la personnalisation de documents un maximum. Nous, on a quand même pas des soucis, mais en tout cas, le festival est assez grand. Donc en termes de plan, etc., c'est pas toujours facile de s'y retrouver, notamment sur un bénévole qui a sa mission à 16h et qui finalement a son parking là et qui doit monter pour aller se faire pointer puis redescendre, etc. Donc essayer de simplifier un peu tout ça. En tout cas, tous les canaux de communication sont bons à prendre pour être dans les meilleures conditions possibles. Ok. Et le retour, mais on va un petit mot de la fin du coup. On écoute quoi au Hellfest l'année prochaine? J'aime pas cette question. Alors moi, je suis pas à la programmation. Oui, tu peux nous dire des... Donc si tu es fan, tu as suivi l'actualité, tu as vu que lundi dernier, nous avons fait une annonce. Oui, c'est pour ça que je te demande. Voilà. Vous écoutez ce que vous voulez, parce qu'en fait, il y a 7 scènes. Il y a 280 groupes. Donc en réalité, même si tu n'écoutes pas du métal, en réalité, tu peux passer un bon moment si tu as réussi à avoir un ticket. Telle est la question. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu es là pour travailler.
C'est vrai. effectivement. C'est vrai. Tu t'en rappelles. Donc voilà, que tu aimes juste le rock'n'roll, j'ai envie de dire mainstream, tu seras servi parce que tu vois, je pense que vous connaissez tous The Offspring. Donc voilà, par exemple, Deep Purple, ça passe encore. On n'est pas encore vieux, on s'en rappelle. Voilà, et puis après il y a des scènes vraiment vraiment très particulières. Voilà, Altar Temple par exemple, c'est vraiment des scènes très particulières. Même moi je rentre pas, j'ai l'impression que c'est des cris de cochon. C'est hyper sympa, mais très peu pour moi. Voilà, donc tu peux voilà, et tu peux aussi ne jamais aller écouter aucun concert et passer un très bon moment au Hellfest. Très bien, merci. Toi, Célestin, donc, du coup, c'est que des artistes français, non? Pour la plupart, c'est des artistes francophones. On a aussi des Québécois, Canadiens, des Belges et quelques pays d'Afrique. On n'a pas encore eu, mais ça ne saurait tarder aussi. Ok. Et la programmation est lancée, du coup? La programmation est lancée. On a aussi un artiste international. On se permet parce qu'on est quand même sur un territoire où il y a énormément de nationalités qui se croisent. Nous, notre public, il est composé de Français, mais aussi de Luxembourgeois, de Belges, d'Allemands. Et au sein du Luxembourg, c'est pareil, les nationalités diffèrent énormément entre les Italiens, les Portugais, les Capverdiens, les Indiens, les Anglais. Bref, on a tout. Donc, depuis l'année dernière, on s'autorise un petit artiste international. Et cette année, on s'est autorisé Macklemore. Ok, super, sympa. Et justement, une dernière chose, on parlait de cette partie un peu très internationale et multilangue. La plateforme d'accréditation dans Wizcrew, tu peux la traduire en plusieurs langues. Tu t'en sers de cette partie-là? Je fais anglais et français. Ok. Donc tout ce que tu crées, les chants, les emails, les accréditations, les documents, tu as une version française-anglaise. Ouais, c'est ça. On pourrait faire plus, on pourrait faire de l'italien, du portugais, de l'allemand, mais à un moment donné... ouais, parce que tu es obligé de dupliquer tout ce que tu fais, de filtrer en fonction des langues. Du coup, j'imagine que ça rajoute une bonne complexité. Ok. Bon, génial. Est-ce que vous avez des... Comment? Ah, ok. Elle ferme dans... On va la fermer, la liste. Est-ce que vous avez des questions pour nos amis Nana et Célestin? Vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui, non? Non? Vous avez soif? Ah. Pas de questions? Bon, génial. Merci beaucoup pour votre temps.